Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Ils ont ou bien pas fait. terre. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue encore et toujours les bilans d'intersaison. Et cette fois-ci, on retourne en NFC West, puisqu'on va parler d'une franchise située à côté de Phoenix, dans l'Arizona, pour les Cardinals de Glendale, si on peut les appeler ainsi. Et du coup, pour parler des Cardinals, je suis accompagné par Cyprien. Comment vas-tu, Cyprien? Bah écoute, ça va très bien PA, j'espère que toi aussi et que les auditeurs vont bien aussi. On l'espère, on l'espère. On a passé une petite vague de chaleur, on va en réattaquer une, donc on est bien, tu vois. On va apporter un petit peu de fraîcheur dans ce qu'on va raconter des Cardinals, on espère. J'espère un peu de fraîcheur, ouais, c'est ce qui manque à cette équipe en plus, mais on y reviendra. C'est vrai, il y a eu quelques signatures qui manquent pas de fraîcheur, effectivement, Ouais. quand tu as 39 ans. Avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter? Ou est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou autre? Ouais, alors bah, sur le compte, enfin un des comptes fans des Cardinals, AZ Cardinals FR sur Twitter. Donc il y en a un autre qui est tenu par un très bon collègue à moi, Mathieu. Vous pouvez aller le suivre aussi, et sinon vous pouvez me retrouver du coup sur le site très connu de football américain, Touchdown Actu, où j'apparais, où vous pouvez m'entendre quelquefois dans la saison. Et te lire aussi sur quelques articles, j'ai cru voir ça. Ouais. C'est bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Comme pour les précédentes émissions et les précédents récaps, donc on va faire un bilan de la saison 2024, savoir ce qui a été ou pas pour les Cardinals. Ensuite, on attaquera la off-season avec d'une part la free agency et d'autre part la draft, voir un petit peu comment les Cardinals se sont débrouillés, s'ils se sont renforcés ou affaiblis. Et puis, on achèvera un petit peu notre petite route de 2024-2025 sur le calendrier 2025 un petit peu, la projection que l'on pourrait avoir pour cette équipe. On l'a dit un petit peu en off, mais c'est vrai que voilà, calendrier un petit Mmh. peu plus simplifié pour cette division, donc à voir ce que ça peut donner effectivement. Ouais, Euh, plutôt sympa. Plutôt sympa, effectivement. Pour les Cardinals, donc vous avez fini en 8-9 la dernière saison. Avant le début de la saison, on avait fait un power ranking inversé des équipes et on avait mis les Cardinals en 11e position, alors que vous avez fini en 16e pick de draft. Donc je pense qu'on avait un petit peu anticipé un petit peu plus de défaites que de victoires. Toi, comment tu as perçu cette saison des Cardinals? Ouais, bah, vous êtes plutôt dans le juste, je pense, parce qu'il y avait quand même, si on regarde les observateurs pour comparer avec votre power ranking, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous mettaient, plus bas, on va dire, enfin, dans les moins bonnes équipes, et on a quand même, dépassé ce bilan. On est neutre, on est au milieu, 8-9. Bon, on n'est pas dans le positif avec, ces 17 matchs maintenant qu'il y en a plus 16, mais on n'est pas loin de l'équilibre. Sinon, bah, du coup, pour répondre à ta question, moi je perçois cette dernière saison 2024 plutôt positivement en fait. Parce que ce qu'on a pu voir, c'est une évolution et un plan de jeu qui prend une direction qui me plaît, avec des leaders qui me plaisent. Alors ça va être des leaders techniques et tactiques avec les coachs, hein, Jonathan Gannon, même ses adjoints Nick Rallis et Drew Petzing, qui sont plutôt pas mauvais. Donc j'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien comment ils arrivent à rallier les joueurs à leur cause, comment ils les utilisent. Ils n'avaient pas beaucoup de talent et pourtant ils ont réussi à l'utiliser de la meilleure des manières. Ils ont maximisé en fait le talent qu'ils avaient. Donc logiquement, quand tu auras un peu plus de talent, ben, j'attends de plus grandes choses. Donc saison 2024, de bonnes bases pour le futur. Je suis très content, même si c'est de mon point de vue personnel, très content. Ok. Très content. Est-ce qu'il n'y a pas comme une toute petite déception quand tu vois un petit peu de manière plus approfondie la saison? Parce que vous avez commencé en 6-4 jusqu'à la semaine 10 avant votre bye week, vous étiez leader de la division, alors qui a connu des difficultés, hein. C'est vrai que la saison des Niners ça a été quand même très décevante par rapport à ce qu'on pouvait en attendre. Les Rams et les Seahawks ont mis quand même du temps à démarrer également. Donc, les Seahawks bien, mais après il y a eu un petit creux. Et les Rams ont mis du temps avec beaucoup, beaucoup de blessures. Puis après la bye week, malheureusement, il y a eu un petit effondrement. Vous avez enchaîné 5 défaites pour 2 victoires. Est-ce que là, il n'y a pas une déception slash frustration peut-être sur la fin de saison, ou en tout cas après la bye?
Ouais, oui, si on le prend froidement, effectivement, la première partie de saison est bien meilleure que la deuxième, hein, c'est mathématique. Je pense notamment que la frustration vient de l'attaque puisque, c'est la défense qui a surtout performé sur la globalité de la saison, mais surtout sur la fin de saison. Ça a pas permis de gagner les matchs malheureusement. Donc cette frustration vient de l'attaque et puis pour personnifier ça, en fait, je pense que la connexion Kyler Murray, Marvin Harrison Jr. aussi n'a comment? Ne s'est pas développé de la meilleure des manières. Alors, ça reste tout à fait convenable hein, pour une saison rookie d'un receveur, mais on pouvait attendre mieux et surtout au fur et à mesure de la saison. J'aurais aimé un peu mieux sur cette fin de saison, effectivement. Voilà, d'un point de vue global, je reste dans le positif, mais tu as raison, il faut dire que c'est pas tout rose, évidemment, sinon on serait en playoff, on aurait gagné le Super Bowl. On n'y est pas encore. Bon, même pour ceux qui vont au Super Bowl, c'est pas tout rose, hein, donc tu vois. Non. Là-dessus, sur la saison, est-ce que tu avais un match référence ou peut-être plusieurs, ou voilà, une succession de matchs qui, pour toi, représente bien la saison, dans les bons côtés, les moins bons côtés? Moi, j'aime bien la double confrontation avec les 49ers, un élément marqueur de ce qui est positif encore une fois. J'omets un peu le négatif, peut-être c'est mon côté, c'est mon côté fan, hein, qui parle peut-être. Mais donc ouais, la double confrontation avec les Niners parce que les 2 matchs sont globalement très différents. Il y en a un qui est très accroché. Alors si je dis pas de bêtises, c'est le premier 24-23, je l'ai plus sous les yeux. Oui, c'est ça. Mais voilà, donc très accroché, qu'on gagne, qu'on est encore contre une bonne équipe des 49ers. Hem, enfin, c'est une bonne équipe les 49ers, mais là, même si, Oui. de mémoire pas McCaffrey Ouais. quand même, bon bref, il y a des choses qui manquent, hein, bien sûr. Mais ce match accroché montre que tout le potentiel qu'avait cette équipe pour la saison, en début de saison. Et il y a cette deuxième rencontre un peu plus tard où là on les explose. Et là on peut voir, voilà, ce potentiel quand il va être atteint, ce qui va être proposé face à des équipes qui sont au même niveau, je considère, sur la saison. Bien sûr, puisqu'il manquait des forces quand même aux 49ers. Je ne vais pas dire Mm. qu'on est du niveau des 49ers en termes de talent. Mais voilà, au même niveau, quand il en manque un peu en face, eh ben, on gagne ces matchs d'une manière vraiment agréable et impactante. Et je pense que c'est ça qu'il faut viser pour l'année 2025. Ouais, le dernier match que vous remportez 47-24 dans une explosion offensive. Explosion offensive qui vous a peut-être fait défaut aussi à un moment donné, je dirais, sur la deuxième partie de saison. Ouais, ouais. Et moi, si j'avais un peu comme toi, j'avais 2 matchs en fait à ressortir et je copie un petit peu ce que GG m'avait dit. En fait, c'est la double confrontation contre les Rams en week 2 et en avant-dernière semaine où, bah, vous les tabassez clairement au match aller, un Mmh. 41-10 avec une défaite au match retour 13-9. En fait, c'est là où tu vois un petit peu la différence, c'est-à-dire que la défense a bien tenu sur les 2 matchs, 10 points sur le premier et 13 sur le second, mais il y a eu un vrai creux pour l'attaque. 41 points sur le premier match et seulement 9 pour le match retour. Et c'est vrai que j'ai trouvé que la défense avait quand même été cohérente sur certains matchs, qui a même beaucoup mieux performé que ce qui était attendu et que l'attaque, par moment, a malheureusement un petit peu lâché l'équipe. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, c'est un petit peu le défaut qu'on pourrait faire à cette équipe où il y a des moments où, bah, malheureusement, enfin, l'attaque tourne bien. On a l'impression que Murray va être MVP, notamment en semaine 2, où il a fait un match vraiment sensationnel. Et puis, il y a d'autres moments où tu comprends pas trop ce qui se passe. Les fils se touchent pas, l'attaque n'avance plus du tout. Et malheureusement, la défense derrière, bah, elle peut pas faire tout le travail parce que quand bien même elle limite le nombre de points, ça manque encore un petit peu de talent vraiment plus, pour se permettre de pouvoir se reposer uniquement sur la défense quand l'attaque a un petit peu plus de mal. Je sais pas si tu as ce même regard-là. Oui, et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qu'on avait déjà évoqué, PA, mais c'est vrai qu'il y a cet impact, en seconde partie de saison qu'on retrouve notamment alors qu'on retrouvait chez Cliff Kingsbury quand il était Beaucoup, ouais. là avant, Mais qu'on et mais du qu'on coup, il qu'on y a a un petit peut-être qu'on a un petit peu vu avec les Commanders cette saison, moins, mais qu'on a un petit peu oui, vu et il a réussi à rebondir sur la fin de saison, mais je ouais. trouvais qu'il y avait encore ce petit truc-là avec lui en se disant: «Merde, putain, il est encore en train de refaire ses conneries» et il a su rebondir là où il n'arrivait pas du tout à faire avec les Mmh. Cardinals.
Et j'ai peur qu'il ait donné la maladie à Kyler Murray, qui a en fait suit aussi la même courbe à chaque fois sur chaque saison. Alors bien sûr, donc il y avait la corrélation avec son coach principal, son ex-coach principal, mais du coup on l'a retrouvé cette saison, sa première saison pleine sous l'ère Gannon puisqu'il était blessé en 2023. Oui. On l'a retrouvé quand même ici, une baisse de niveau effectivement en deuxième partie de saison. Ce qui amène quand même à des questions pour le futur sur le poste de quarterback après l'année 2025. Hein. Je lui laisse moi en tout cas le bénéfice du doute entre guillemets, même si ça fait maintenant de longues années qu'il est dans la ligue. Mais il a montré qu'il était capable de belles choses. Il faut gagner irrémédiablement en constance et donc voilà, arriver à terminer les saisons de la meilleure des manières, ce qui n'a pas été fait encore jusqu'à présent. Ouais, sauf l'année où vous êtes allé en playoff et encore, il y avait eu une petite baisse à ce moment-là Non. aussi. Ouais, non, c'est même c'est en trompe-l'œil parce que on part en 7-0 cette année-là, si je dis Ouais. pas de bêtises. Et après, on s'écroule sur la fin de saison. On finit à 11 victoires, 6 défaites. Ça se blesse à la fin de la saison. Le match en playoff, il est horrible. Il n'y a rien qui va. On perd 2 fois de suite contre les Rams, je crois, de mémoire. Bon, bref. C'était vraiment, ouais, un peu l'arbre qui cache la forêt cette saison, mais ça suivait exactement la même courbe en fait. Et encore une fois, après la bye week, vous avez fini en 2-4 après cette bye week, c'était en 2021. C'est ça. Ouais, effectivement. Après, je dis toujours, je pense que tous les QB de la ligue sont très bons, voire très, très bons. Mais ce qui fait la différence avec les tops, c'est la régularité. Constamment, semaine après semaine, saison après saison, et de réussir à performer, à toujours trouver le bon receveur ou le bon joueur démarqué au bon moment, l'action qui fait la différence. Et c'est ça qui fait en fait l'énorme différence entre les QB élites, si on peut les appeler ainsi, puis les QB bons, voire très bons de la ligue, mais qui n'arriveront peut-être pas à passer ce step-là supérieur. Mais on souhaite à Murray, effectivement, et comme tu l'as évoqué, son contrat, là, il court jusqu'à quand? Parce qu'il avait eu un renouvellement après son contrat Son rookie. contrat, il doit courir. Alors, je l'ai pas sous les yeux, mais ça doit. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a une possibilité de cut à la fin de la prochaine saison sans qu'il y ait trop de monnaie perdue. Ok. Même s'il doit courir du coup encore 3 ans. Je peux regarder vite fait si tu veux, mais voilà. Il me semble Non, que je vais c'est quelque chose regarder. comme ça. Je fais des sur. Ouais. Ok. 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 Top. Du coup, bon, pas de playoff cette saison. Vous avez Non. attaqué la off-season avec un joli pactole, on peut ainsi dire. Top 5 Oui. des équipes, il me semble, avec le cap disponible, avec du coup 78 millions de dollars dispo. Là-dessus, vous êtes parti sur 4 joueurs principaux, en tout cas avec la plus grosse moyenne de rémunération. Josh Sweat, le D-end, Dalvin Tomlinson, le defensive tackle, Jacoby Brissett, le quarterback, et Calais Campbell pour un retour. Le fameux vent de fraîcheur de 39 ans, le D-end. Toi, au niveau de ces joueurs-là, ou peut-être d'autres, est-ce que tu avais un bon point sur l'acquisition de joueurs durant cette off-season? En free agency, toujours. Ouais, honnêtement, j'ai du mal à en ressortir un. C'est tous des bons points et je pourrais vraiment faire une dissertation sur chaque signature. Mais bon, mon chouchou, ça reste le vent de fraîcheur, 39 ans, comme tu l'as très bien présenté. Calais Campbell, bien sûr, parce que retour à la maison et parce qu'il aura une importance majeure dans une équipe qui a une moyenne d'âge très jeune. Et puis, il y a quelque chose qui arrive à la draft derrière. On y reviendra et je pense que Calais Campbell est très important pour ça et que même sans sa signature, en fait, le choix à la draft est peut-être plus mauvais, peut-être, hein. En tout cas, il y a des arguments contre. Mais avec lui, j'ai aucun doute sur le fait que du coup, ça va engendrer des choses très, très positives. Ça reste un mec qui est totalement acceptable, qui a un niveau totalement acceptable et acceptable encore, c'est un euphémisme, hein, en NFL à 39 ans. On l'a vu du côté des Dolphins, des Jaguars dans le passé. Donc très content de le revoir arriver. En plus, sur un poste à besoin, sur ce front en 34, un peu hybride, mais lui, il peut vraiment occuper tous les postes. Et puis on a vu donc l'an dernier qu'il y avait quand même énormément de blessés sur cette ligne défensive et on a ramené ça avec Campbell, avec Tomlinson, avec Josh Sweat pour amener aussi de la pression, etc., etc. Donc toutes ces signatures sont très bonnes.
Ouais, moi j'avais deux noms à ressortir. Tu l'as dit, la fameuse 34 un peu hybride. Donc j'ai bien aimé moi la re-signature de Byron Browning que j'avais beaucoup apprécié Ouais. chez les Broncos, qui avait eu une grave blessure au genou, si j'ai bonne mémoire, et qui avait été tradé Mm. la saison dernière. Vous avez réussi à le prolonger à un tarif extrêmement raisonnable, je trouve, 7,5 millions, donc plutôt bien. Et puis tu l'as dit, le DN, moi, Josh Sweat, c'était un des meilleurs lors de cette free agency. On savait qu'il y avait deux joueurs des Eagles défensivement qui allaient être très, très courtisés. Vous avez pris l'un d'eux sur un poste, effectivement, un besoin en plus chez les Cards. Et en plus, à un tarif pareil, enfin 19 millions, je pensais qu'il allait passer la barre des 20 millions. J'étais un petit peu Ouais, surpris et agréablement moi pour vous, aussi. donc c'est bien, c'est Mm. top. Ouais, Après, on ouais, moi sait que chez aussi, les hein, Eagles, voilà, il y a. très surpris sur le Vas-y. prix de Josh Sweat, effectivement. Je pense qu'on était sur les deux, honnêtement, vu les rumeurs et des insiders que j'ai pu lire. Je pense qu'on était sur les deux joueurs, Ok. sans forcément dire qu'on allait signer les deux, hein, mais Oui, oui, on a ok. avancé Et positionné des sur billes deux. sur les Ouais. deux. Mm. Et Milton Williams, le prix est tellement monté que on a basculé très rapidement sur Josh Sweat. C'est ce qui a été dit en tout cas. Et ça a payé en tout cas financièrement sur le montage financier, oui. Et puis sur du coup la signature vu qu'il est chez nous. Très content. Bah, tu pourras remercier les Buccaneers, hein, parce que l'histoire de Milton Williams, c'est que les Pats s'étaient positionnés sur Godwin à 30 millions l'année, et Godwin a décidé de re-signer pour 22 millions chez Ah, les Bucks. Et du coup, il y a eu la petite rallonge financière de Robert Kraft pour dire, bon, bah, ah Milton, d'accord. tu viens pour 26. C'est un petit peu ça l'histoire du truc, mais ouais. Donc, de toute façon, on avait la thune pour prendre les deux dans l'absolu. Oui. Euh, Oui. Est-ce que, par contre, tu as un joueur, un départ ou une arrivée peut-être sur lequel tu es un petit peu moins satisfait, un petit peu moins hype? Ouais, je peux t'en citer quand même une. C'est Hakim Davis Gazer plutôt, linebacker qui nous vient des Bengals. Parce que en fait, en soi, c'est actuellement le middle linebacker titulaire, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'il y a un mec de la draft qui va prendre sa place, mais ça reste un rookie. Donc pour l'instant, Ouais. c'est lui, alors que c'était pas un titulaire au Bengals, c'est plutôt un joueur en équipe spéciale, un gros plaqueur certes, mais avec des lacunes en couverture quand même. Il s'est jamais imposé aux Bengals sur des postes défensifs. Donc je reste un peu circonspect sur ces choix-là, surtout qu'on a laissé partir Kyzir White, un middle linebacker, qui avait fait, sans être le meilleur du monde dans la ligue, qui avait fait un boulot tout à fait correct. Et si je dis pas de bêtises, il n'a pas été re-signé encore. Ou alors, s'il a été re-signé, je loupais l'info et c'est vraiment un montant pas très grand. Mais je pense pas qu'il a été re-signé. Ok. Ok, ok. Peut-être un possible retour à un moment donné. Après, si Gannon l'a pas Peut-être. re-signé. Bon. Euh, Ouais, alors après Kyzir White, c'est vraiment un pote de notre coordinateur défensif parce que son fils s'appelle Kyzir en hommage à lui. Donc il y a quand Ah même oui, d'accord. des accroches. Ah, c'est le parrain, quoi. Ouais, C'est le clairement, parrain ouais. du fils. Euh, ok. On n'en a pas parlé, mais vous avez perdu un coach de position avec l'ancien coach de la O-line qui est parti, je ne sais plus où, on en a parlé dans une émission précédente, Ouais, en attends. offensive coordinateur chez les Texans, non. Jaguars, Greg Ah, Udinski, Grant Udinski. euh, non, ça me dit rien. Ça doit pas être ça. Attends, c'était. Je sais plus. En plus, le pire, c'est que j'ai le nouveau en tête là maintenant, le nouveau qui vient d'Ohio State, si je dis pas de bêtises. Ah non, toi, c'est défensif ou offensif? Pardon, j'ai un doute. C'était le coach de la O-line l'année Ouais, dernière. c'est ça, c'est ça. Je me trompe pas. Mais du coup, je me souviens plus comment il s'appelle. Mais il avait une belle cote, effectivement. Non, là, Ok, j'ai un trou de mémoire, je ne le retrouverai pas. je vais le retrouver. Mais ok, donc. Et le remplaçant, du coup, tu as l'air plutôt satisfait. Alors, la ligne Ouais. d'Ohio State, pour avoir regardé quelques matchs, ça tenait la route, mais en même temps, c'était en universitaire, premier point. Et le deuxième point, c'est beaucoup de joueurs quasi NFL ready, ou en tout cas avec un très bon niveau. Donc, parfois avec une confrontation défensive de moins Ouais. bon niveau. Donc, ça permet de montrer des beaux highlights, mais qui ne sont pas vérifiables ensuite en NFL. Mais là-dessus, sur les premiers camps Bah, en fait, d'entraînement. là où je suis. Alors attends, je veux pas te dire de bêtises, mais attends, je réfléchis si c'est bien ça ou si c'est le coach de ligne défensive et que je mélange tout, qui vient d'Ohio State. J'ai un doute.
Bon. Alors, le nouveau, c'est Justin Fry. Ouais, c'est bien ça. Justin Fry, normalement, il était à Ohio State l'an dernier. Je veux pas dire de bêtises, hein, parce que je suis le college Oui, football, c'est ça. donc CFP je vais National regarder quand Champion, même. donc c'est ça. C'est bien ça. Là où je suis content, mais en plus, je suis sûr de moi parce que je sais que je m'étais fait la réflexion. Il y a Paris Johnson Jr., qui est notre tackle Oui. gauche, qui vient d'Ohio State, qui a été formé par ce mec-là, qui a été très bon sous ce mec-là, qui a montré vraiment du potentiel. Donc, je suis vraiment content qu'il retravaille avec un mec qu'il connaît et qui va pouvoir développer vraiment ses attributs, qu'il avait recruté, etc., etc. Donc, ouais, il y a vraiment une connexion de toute manière avec Ohio State. De par l'attaque, il y a Marvin Harrison Jr. aussi qui vient de là-bas. Du coup, Paris Johnson. J'espère que ça va créer une sorte d'émulation. En plus, nos maillots ressemblent à ceux d'Ohio State. Donc, à un moment, va falloir peut-être se renommer, je ne sais pas, ou se délocaliser du côté de l'Ohio. Ouais, c'est pas grave. C'est pas le même climat pour revenir sur le chaud-froid. Non. Non. Pour être allé à Phoenix l'année dernière, il faisait chaud. Quand il fait 33 degrés à 23h ou minuit, on peut considérer qu'il fait chaud. Ouais, des orages tous les soirs parce qu'il fait trop chaud la journée. C'est super. Et du coup, le nouveau coach de Justin Fry, j'ai retrouvé son nom, il a aussi coaché John Gaines à UCLA entre 2018 et 2022. Donc ça fait 2 joueurs de la ligne offensive. C'est pas mal. Plus Marvin Harrison, le receveur. Commençait à avoir des petites connexions. Et il semblerait qu'il y avait aussi une connexion avec Gannon sur des moments un petit peu précédents. Oui. Donc, ouais, c'est toujours de toute manière tu le sais, hein, les coaching staff NFL, c'est du copinage avant tout. Oui, c'est des bons copains. Bon, j'arrive pas à retrouver l'autre nom. Bref, tant pis. Ok. Avant d'attaquer la draft, donc on a vu la free agency plutôt cohérente et puis qui a impacté des positions à besoin, malgré tout, notamment défensif. Avant la draft, toi, tu voulais partir sur quelle position? Plutôt offensive, défensif? Quelle escouade, précisément? Alors, pour le premier tour, personnellement, moi, j'étais vraiment sur de la défense encore. Je pense globalement que l'attaque peut tenir la route et même doit tenir la route avec le talent qu'il y a actuellement là. On aurait pu faire des petites choses, bien sûr, autour. Un receveur, c'était pas non plus à proscrire, je pense, à la draft. En fait, Emeka Egbuka qui part juste après nous, juste après deux pics après nous au Buccaneers. 18, je crois, ou 19. Bon, bref, c'est pas grave, mais de toute manière, ça aurait été un bon choix, je pense, pour nous aussi. Cette connexion avec Ohio State, on y revient, mais aussi parce que ça reste un poste, notamment ce slot receveur, qui reste, je pense, un besoin dans cette attaque pour développer le potentiel total de cette attaque. C'était pas impossible, mais la défense avant la draft, c'était vraiment la priorité absolue parce qu'il faut ramener du talent et du talent jeune à cette défense qui en manquait grandement. Vraiment, si je prends l'effectif 2024 et que je demande à même un mec qui suit un peu la NFL, peut-être toi même PA, si je demande des noms et que je donne des noms, je pense que vous allez avoir très peur. Et pourtant, ça a fait le boulot. Donc, il faut vraiment ramener du talent à cette défense. La draft est là pour ça. Donc, il fallait prendre de la défense, ce qui a été fait. Ça, effectivement, on pourra y revenir. Offensivement, tu parlais des receveurs. Là, actuellement, c'est Marvin Harrison Jr., Zay Jones et Michael Wilson. On pourra aussi revenir après, justement, la draft. Au niveau de la draft, donc avec le tour numéro 1, pick 16, le front office t'a écouté, puisqu'ils sont partis sur Walter Nolen, le defensive tackle de Mississippi. Tour numéro 2, pick 47, Will Johnson, le cornerback de Michigan. Tour numéro 3, pick 78, Jordan Burch, le edge d'Oregon. Tour numéro 4, pick 115, Cody Simon, le linebacker d'Ohio State, encore une fois. De nouveau, un joueur d'Ohio State, encore une fois, avec le tour 5, pick 174, Denzel Burke, le cornerback. Tour numéro 6, pick 211, Hayden Conner, le garde de Texas. Et enfin, tour numéro 7, pick 225, Keaton Crawford, safety de Nevada. Pas beaucoup d'attaques, beaucoup de défense.
Avec Alexandre, on s'est amusé à faire un petit jeu de classer par tier list les équipes dans chaque division et puis après avoir un rendu global. Pour les Cardinals, on l'a mis sur la tier list en 2e position, donc avec les bons élèves. La draft de Walter Nolen, moi je suis assez haut là-dessus. Peut-être que s'il y avait eu que Alexandre, ils les auraient mis en tier S pour les vainqueurs de la draft. Moi, je suis beaucoup moins haut sur Will Johnson, mais voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé, et sur Detzenberg aussi. Ça aussi, je peux en reparler. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as été content justement des pics? Est-ce que, voilà, sur les joueurs, premièrement, je sais que tu suis énormément, comme tu l'as évoqué, la NCAA, et puis sur les positions également. Est-ce que pour toi, la draft te comble entièrement? Oui, moi je vais pas faire le difficile, bon après je suis peut-être fan, mais bon, je comprends que tu le mettes dans le 2e tiers des bons élèves. Moi je l'aurais mis effectivement dans les très bons élèves parce qu'il y a une stratégie qui marche, qui est de prendre le le joueur qui tombe, la fameuse stratégie d'Howie Roseman et de Eric DeCosta aux Ravens. Donc 2 excellents general managers. Ils ont fait leur preuve avec cette technique, ils ont récupéré énormément de talent et de bons joueurs comme ça. Donc Will Johnson, juste pour parler de lui, second tour, pour moi, c'est vraiment un des vols de la draft. Automatiquement, ça te catapulte cette classe très très haut. J'adore le choix Walter Nolen, c'était ce que je voulais. Enfin, s'il y avait un joueur à cibler, c'était le numéro 1 que je voulais. Ben écoute, parfait. S'il y avait encore Donc, Kenneth Grant? qui plus est, du coup, je reviens. J'aurais pu hésiter avec Kenneth Grant, mais je préférais Walter Nolen. Moi, Ok. c'était annoncé, je préférais Walter Nolen. En termes de fit, peut-être que Kenneth Grant aurait fait un peu plus, un peu plus de travail, mais finalement, avec la free agency avant, notamment Dalvin Tomlinson, qui va avoir ce rôle de nose tackle au centre de la ligne, qu'aurait eu Kenneth Grant, je pense, plutôt sur ce rôle, voilà, nose tackle pour dire le terme technique. Walter Nolen que tu peux mettre à côté d'un Dalvin Tomlinson, ça fait aussi énormément de bien. Et je reviens du coup à ce que j'avais dit à Calais Campbell, parce qu'on est sur un joueur, Walter Nolen, qui avait des petits problèmes de comportement peut-être, en tout cas avec des marqueurs, des points d'interrogation. Et là, tu as tonton Calais qui va venir, qui va me le secouer, me le sortir du lit, me l'amener à l'entraînement, voilà, qui va juste en fait le prendre sous le bras et puis lui apprendre tout ce qu'il faut apprendre pour être un bon joueur, ou au moins un soldat en NFL, mais dans le sens vraiment cadré, quoi. C'est une chose que j'espère. Et ce choix devient immédiatement bon grâce à la signature de Calais Campbell. Donc voilà, je peux continuer dans le positif, mais je pense que Cody Simon, du coup, le linebacker, c'est une excellente chose pour concurrencer Davis Geiser à un poste où il y a un besoin. Effectivement, comme toi, Denzel Burke, j'ai mes petits doutes. Je pense que En ça fait, ne sera pas un joueur NFL, plutôt un joueur. Ouais. le souci Vas-y, que j'ai Pierre. avec ce joueur-là, c'est que il était attendu haut il y a encore 1 an ou 2 ans, et que, du coup, il a chuté parce que ses performances avec Ohio State n'ont pas été très bonnes sur le terrain. Et ça me fait penser à 2 cornerbacks qui sont maintenant chez les Eagles, c'est Eli Ricks et puis un autre là, qui était avant à Georgia, il me semble. Et ils font pas grand-chose en NFL actuellement, donc c'est quand même qu'il y a Kelly quelque Ringo. chose. Ouais, c'était Kelly Ringo. Donc je sais pas, j'ai un doute. Après, il peut peut-être performer effectivement, mais en l'état, il y a trop Non, il y a trop de profils qui n'ont pas fonctionné, qui étaient attendus très haut, qui ont descendu aussi. C'est pour ça que je suis un petit peu moins hype sur Denzel Burke. Ça fait le nombre, mais il faudra pas en attendre non plus non, énormément. c'est ça. Je pense que tu vois, c'est un joueur qui jouera en équipe spéciale en fait, hein, clairement sur sa première année. Keaton Crawford aussi. Là, Keaton Crawford en 7e tour. Vous en entendrez peut-être jamais parler, ça reste un truc de puriste, mais ce sera un super mec d'équipe spéciale pour les années à venir. Il aura jamais un grand nom, mais il en faut. Il y a des Matthew Slater, hein, je sais que tu vas être, Hall of Famer. tu vas Hall être of très Famer, content que je Matthew, cite. Matthew Voilà, Slater. voilà, il faut des joueurs comme ça en équipe spéciale, qui sont très bons en équipe spéciale. Je pense que Keaton Crawford en fera partie. Sinon, Jordan Burch, c'est le seul choix où je tique peut-être un peu,
non pas pour le joueur, non pas pour le poste. Donc c'est un hybride un peu outside linebacker, vraiment gros, qui peut jouer defensive end. Il fallait en fait cette ligne défensive encore la parfaire. Mais là, voilà, je reviens à mon poste de receveur. J'aurais bien aimé un slot receveur à cet endroit-là. 3e tour, je pense que c'était le bon moment pour en prendre un. Il y avait Jalen Noel notamment encore disponible. Et voilà, ça aurait pu être une super option en fait pour les Cardinals dans l'attaque. Ouais, il y avait encore pas mal de receveurs présents avec des profils aussi un petit peu différents, pas forcément des slots, mais qui auraient pu s'incorporer Oui, en tout cas dans cette escouade-là. Et effectivement, au 3e tour, sachant que tu avais considéré aussi le poste de edge avec Josh Sweat et Calais Campbell, même si on sait qu'il est un petit peu sur la fin. exactement. Donc, effectivement, peut-être un petit peu dommage. Et moi, juste pour revenir sur Will Johnson, alors c'est pas tant le joueur évidemment qui a montré quand même un énorme talent universitaire avec Michigan, mais c'est un petit peu toute la narrative malheureusement autour de lui avec ses blessures à la hanche, etc. S'il a chuté autant, c'est qu'on a sûrement des éléments que nous, on n'a pas en notre possession. Et ça me fera toujours douter. Effectivement, après, il y a toujours cet aspect-là de Alors, risque et Johnson, retour c'est au sur genou, investissement. PA, je me permets. C'était John. Okay. Mais il y a toujours ce côté-là de retour sur investissement. Et bon, bah, tu n'as pas mis ton premier tour, tu as mis ton deuxième. Si ça clique, bah, c'est bingo parce que tu auras sûrement l'un des meilleurs cornerbacks facile top 5 dans 2-3 ans dans ton effectif. Si ça clique pas, ça reste avec des très gros guillemets qu'un deuxième tour, mais peut-être que tu aurais pu partir ailleurs. Maintenant, c'est un risque que les Cards ont décidé de prendre et il y a 31 autres équipes qui sont passées sur lui avant. On verra. Moi, j'attends de voir sur le terrain. Les gens savent un petit peu mon affection pour ce poste-là, pour y avoir joué un petit peu. Donc, c'est un poste que je scrute beaucoup plus et que j'apprécie regarder. J'aimerais bien qu'il performe. J'ai vu que tu avais posté 1 ou 2 vidéos sur le compte, justement, Twitter, où il a l'air d'être assez fluide. Donc, je vous le souhaite en tout cas. Et bah, ça Oui. ferait une petite escouade de corner très, très bonne pour commencer la saison 2025. Ouais, très jeune et très, très prometteuse. Hein. Pour citer vraiment un joueur, Garrett Williams notamment, qui joue en nickel cornerback, ben, c'est l'un des meilleurs, top 3 en tout cas, des nickel cornerback. Et je ne suis pas ouvert au débat, évidemment. Si vous voulez en débattre, c'est dans les commentaires sur Twitter, mais je ne répondrai pas car j'ai raison. Par contre, on pourra parler de Fitzgerald. C'est ce qu'il paraît que tu es ouvert au débat. Non, non plus. Top 5 de l'histoire. Si vous êtes. Voilà, c'est pareil. Donc, vous pouvez mettre Calvin Johnson devant si vous voulez. On peut discuter avec Randy Moss si vous voulez. Il y a 2-3 noms. Après, derrière, on va un peu, voilà, on va un peu taquiner. Terrell Owens, par exemple, on peut un peu se battre. Je vous le dis. On va avouer les offs un petit peu. Ça Et fait j'oublie 30 bien minutes, sûr, j'ai oublié Jerry Rice aussi, bien sûr. Il est devant, évidemment, c'est le GOAT des receveurs, il n'y a pas de souci. Je dévoile un tout petit peu les offs, ça fait 30 minutes, on peut l'avouer. On avait commencé un enregistrement, on a dû être coupé à cause d'un orage. On avait déjà évoqué Larry Fitzgerald et je savais que Cyprien n'était absolument pas ouvert au débat. C'est pour ça que j'ai aimé le retitiller là-dessus parce que je savais qu'il allait partir direct sur Larry. Regarde. J'ai même à portée de main, j'ai toujours un maillot de Larry à portée de main. Ouais, tu peux le remettre. Voilà, c'est bon, nickel. Aïe. Satanée défense au Super Bowl. J'avais déjà fait la dernière fois, mais je te le redis. Ouais, c'est bon. PA, ne me fâche pas, on a encore un peu de temps ensemble. Top, avant de partir sur la saison 2025, toi, comment tu as vécu cette off-season? Est-ce que tu as l'impression que vraiment l'équipe s'est vraiment améliorée sur les 2 escouades, voire les 3 escouades, parce que special teamer are people too, parce que je connais très bien votre kicker, notamment. Mais est-ce que pour toi, effectivement, voilà, une équipe quand même milieu de tableau, parce qu'en 8-9, pour toi, est-ce que tu as l'impression qu'elle a réussi à passer une petite marche supplémentaire pour être d'une part en positif et pourquoi pas, en plus on pourra y revenir avec le calendrier, jouer des premiers rôles à un moment donné? Jouer des premiers rôles, je pense que ça va être encore un poil juste en termes de talent. Honnêtement, hein, j'essaye de rester le plus objectif possible. Maintenant, l'équipe s'est irrémédiablement améliorée.
à l'intersaison. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu vois, si je te cite des noms de joueurs, je pense qu'il y en a, tu les connais pas, mais on a alors, mais même moi, je vais les confondre parce qu'il y avait l'année d'avant, mais sur la ligne défensive, on joue la majorité de l'année avec Roy Lopez, avec, si je dis pas de bêtises, Ledbetter, Jonathan Ledbetter, je crois, avec Naquan Jones, je crois aussi. Enfin, des seconds, voire des troisièmes couteaux, parce que les seconds couteaux se sont blessés et que tes seconds couteaux, c'était déjà les premiers parce que tu n'avais pas mieux. Donc, il y avait vraiment un problème de talent indécent sur cette ligne défensive qui a été quand même globalement réglé. Josh Sweat, Dalvin Tomlinson, Calais Campbell, Walter Nolen, Jordan Burch. On a ramené du talent. Il y a BJ Ojulari qui revient de blessure. Il y a Baron Browning qui a re-signé. Donc, globalement, là, rien que sur ce point-là, on est meilleur. Et après, on a su garder nos talents et perdre personne. C'est normal. On n'avait que des contrats jeunes ou des mauvais joueurs. Donc, pas de problème. Ouais, des fois, c'est les mauvais joueurs, mais effectivement. N'hésitez pas dans le sondage Spotify à répondre aussi au sondage. Justement, on a mis une question, c'est comment vous évaluez la off-season des Cardinals, donc de très bonne à pitoyable. Je pense qu'on va trouver un juste milieu en étant quand même sur un niveau un petit peu plus positif que négatif. On va partir du coup sur 2025 et le très joli calendrier des Cardinals. Super. Des couleurs sobres, mais qui font la diff. Exactement. Je te laisse faire le compte de la projection possible sur le bilan de fin de saison. Et moi, je vais donner les équipes. Donc, vous commencez à l'extérieur contre les Saints et ensuite à domicile contre les Panthers. Donc, ça rencontre directement la NFC Sud. Ensuite, les Niners à l'extérieur. 2 matchs à domicile, les Seahawks et Titans. Ensuite, Colts à l'extérieur et les Packers à domicile. Bye week en semaine 8. Ça, on pourra en reparler. Est-ce que c'est trop tôt, pas assez? À voir. 2 matchs à l'extérieur, ensuite, après la bye, les Cowboys et les Seahawks. 2 matchs à domicile, les Niners et les Jaguars. Les Buccaneers à l'extérieur, les Rams à domicile. Les Texans à l'extérieur, les Falcons à domicile. Et vous finissez par 2 matchs à l'extérieur. Dans le froid de l'Ohio, vous allez chez les Bengals de Cincinnati en semaine 17. Et enfin, vous finissez à Los Angeles, chez les Rams. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, c'est pas facile. Hein. Allez, je vais dire, il y en aura 10 ou 11, je pense, en restant objectif, mais quand même un peu positif. 10 ou 11, les matchs faciles, on va les prendre. On a une division quand même qui est très compliquée et la bye week qui arrive quand même globalement au milieu de la saison, mais pour nous, c'est trop tôt. Hein, on l'a déjà dit, au milieu de bye week tardive. On remarque peut-être que du coup, ils sauront se remettre dans une dynamique positive, vu qu'ils auront plus de temps. Je sais pas, j'essaye de trouver des arguments. Et c'est surtout cette fin de saison-là qui me fait extrêmement peur. Les 5 derniers matchs, globalement, je vois les Falcons qui sont prenables parce que je ne sais pas trop quoi en attendre, même s'il y a du talent. J'en ai pas assez vu de Michael Penix Jr. à poste de quarterback pour avoir un avis vraiment tranché. Mais sinon, derrière, c'est quand même très compliqué. Hein. Les Rams, c'est toujours bête noire pour nous. Les Texans chez eux, même si la saison 2 de Stroud n'était pas au niveau de la saison 1, moi, je m'attends à un rebond du monsieur. Et puis, les Bengals de Joe Burrow. Voilà, en semaine 17, généralement, ils sont bien rodés en semaine 17. Ouais, Mais non, mais j'ai vraiment très très peur de cette fin de saison. Tu vois, pour que mon objectif final soit accompli, il faut qu'avant la bye week, il y ait minimum 5 victoires, qu'il y ait 5-2 avant la bye week. Sinon, ça va être vraiment très 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 compliqué. Ce qui peut être faisable dans l'absolu. Non, c'est pas impossible. Il va falloir en prendre un, soit contre. Alors, je considère que celui contre San Francisco, on le refera pas 2 fois et qu'on va le perdre. Et il faudra en prendre un à domicile, soit contre Seattle, soit contre Green Bay. Les 4 autres sont quand même globalement à notre avantage, je pense, que ce soit Saints, Panthers, Titans et Colts. Sans vouloir injurier personne, je pense qu'on est au-dessus de ces équipes actuelles.
Ok. Ok, ok. Il y a un enchaînement, tu parlais des 5 derniers matchs de la saison. Il y a les Bucks Ouais. aussi juste avant, donc moi, je partirais même sur les 6 derniers matchs. Après, les Rams, tu disais, effectivement, c'est une équipe un petit peu bête noire, mais toujours les confrontations de division. Personnellement, j'y accorde toujours un peu d'importance parce que tu peux être la pire équipe de ta division. Quand c'est un match intra, c'est bien que c'est toujours un peu poil à gratter, un Ouais. peu chiant. On a pu le voir l'année dernière, par exemple, avec les Titans qui ont emmerdé au possible les Texans, qui ont emmerdé aussi les deux équipes de la division. Donc, c'est toujours un petit peu particulier malgré tout, je trouve. Et ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est toujours compliqué. Maintenant, c'est vrai que les Rams ont l'air Ouais, quand même puis bien coachés, bien armés. À voir. ouais. Alors, je sais pas si vous avez fait, tu l'as fait déjà, oui, les Rams, Oui, ouais. je suis la dernière équipe de NFC West, en fait. Alors, c'est la dernière équipe quasiment totale parce qu'il reste derrière Ah, quasiment tout ça. plus beaucoup d'enregistrements. Ouais. Non, mais le meilleur pour la fin. Exact. Mais Dis non, pas mais ça, les on Rams, finit par les Raiders et les Jets. Dis pas ça. ah mince, oh là, la boulette. Non, juste pour dire, sur les Rams, je sais pas ce que vous avez dit, mais je pense que on est sur une équipe qui est très très difficile à lire actuellement, les Rams. En fait, les 4 équipes de la NFC West cette année sont globalement complexes à lire. Mm. Parce qu'il y a eu des gros changements, les Seahawks au poste de quarterback, les 49ers parce qu'ils ont perdu quand même du talent et puis qu'ils signent des gros joueurs et puis les blessures, et cetera. On ne sait pas comment tout ça va revenir. Et les Rams, moi je pense vraiment que Matthew Stafford est moins bon qu'avant quand même, et que ça va être vraiment le vecteur de leur saison. Voilà, en week 14, il peut effectivement, et même en week 18, hein, il peut être complètement aux fraises, Mm. et puis il lâche les matchs. C'est une possibilité aussi, mais bon, là, c'est vraiment tirer des plans sur la comète. Bon, on vous le souhaite en tout cas, parce que ça voudrait dire que les Cards sont logiquement plutôt bien placés dans la division. Tu l'as évoqué. Hein. Les Niners, j'ai l'impression qu'ils sont en mini rebuild en tout cas cette saison. Ouais, Même si le calendrier pourrait faire aussi qu'ils sont relativement hauts, on l'avait évoqué exactement. Ouais. lors du bilan. Ouais, les Seahawks, j'ai effectivement un petit peu comme toi, ils ont quand même changé beaucoup en attaque. À voir si la mayonnaise prend, ils voulaient rencontrer en semaine 4. On a vu l'année dernière que ça a eu du mal aussi à se lancer, quand bien même ils avaient commencé en 3-0. Je me souviens d'un match un peu compliqué contre les Pats en Ouais. semaine 2 où ils ont gagné en overtime. Bon, logiquement, ils auraient dû le gagner beaucoup plus aisément, en tout cas de ce qu'ils ont montré ensuite. Donc à voir si la mayonnaise, elle prend dès la semaine 4, en tout cas offensivement. Et en plus, ce changement aussi de coordinateur offensif. Mm. Ouais, à voir. Geno Smith cachait quand même beaucoup de petits Oui, défauts, hein, je trouve, dans cette attaque. Je complètement. sais pas si Sam Darnold pourra faire exactement la même chose. Bon, c'est une nouvelle attaque globalement, tu l'as dit. Voilà, c'est pareil, hein, c'est difficile à lire. Il reste bien que les Rams, effectivement. Il y a bien peut-être un moment où Stafford va décliner. C'est arrivé à certains joueurs, et surtout des quarterbacks, où d'une année sur l'autre, ils ont vraiment clairement décliné et ça se voyait sur le terrain. Coucou Peyton Manning. Mm. Mais effectivement, vraiment, quand tu es sur ces QB un petit peu âgés, tu n'es pas à l'abri de ça. Et malheureusement, il y a un contre-exemple avec Brady où on se dit c'est bon, tous les QB sont éternels, sauf que ce n'est pas la réalité de la forte majorité. Donc, est-ce que c'est un tournant dans cette division, la saison 2025, avec, comme tu l'as évoqué, pas mal d'influx de jeunesse chez les Cards et puis soit des équipes un peu vieillissantes, soit en mini-reconstruction pour les deux autres. Écoute, ouais, 10 victoires, 10-11. Au moins en positif, ça serait bien Ouais, pour vous, je pense, pour montrer aussi une ouais. progression. On l'a pas évoqué, mais c'est vrai que Gannon fait quand même du très très bon travail et il avait été un petit peu décrié sur des images qui étaient sorties, un petit peu sorties également de son contexte où ça manquait de charisme ou tout ce que tu veux. Force est de constater Ah que non, mais depuis qu'il a pris c'était l'équipe, Michael Scott, hein. C'était Michael Scott dans The Office. Mais même moi le premier, hein. Je l'ai vu arriver oui, oui. le mec, j'ai j'ai fait oula. La première interaction que j'ai vue, c'était avec Rondale Moore, quand il arrive dans les bureaux et il lui attends, comment il lui a fait? Il lui a fait: «Ouais, avec tes mains, tu rattrapes tout. Youp, youp, youp» et c'était vraiment Michael Scott. Ah, c'était drôle, mais bon, front office, en Oui. NFL, tu veux pas qu'il soit drôle, quoi. C'est ça le c'est problème. c'est pas ce qu'on en attend. Non. Mais effectivement, en tout cas, lui, il tient très très bien les rênes de l'équipe. Euh, Écoute, ouais, je vois l'équipe mieux cette saison. Avoir toujours le facteur Kyler Murray. Malheureusement,
vous mourrez, vous vivrez avec lui pour le moment en tout cas, et c'est une nouvelle saison avec lui, s'il n'y a pas de blessure, à voir ce que ça peut donner, mais ouais, je les vois plutôt au moins dans la division, et en positif, 10 victoires, je pense qu'on ne devrait pas être très très loin de la réalité, effectivement. Ouais, et puis pas très loin du coup des playoffs, hein, à 10 victoires, je pense. Dans une conférence où, oui, effectivement, il y a d'autres divisions. On a pu le voir justement sur les bilans intersaison d'autres équipes, notamment si je dis pas de bêtises, la NFC Nord, où ils ont un calendrier, les 4 équipes relativement relevées. Ça va encore se tirer dans les pattes. Je pense pas que les Bears seront encore un paillasson comme ça l'a été un petit peu l'année dernière. Donc effectivement, à 10-11 victoires, il y a une possibilité de playoff. Et dans ces cas-là, toi, tu quoi? Juste, t'es content d'aller en playoff, ou si tu te dis, allez, on passe un tour. Objectif, on passe un tour s'il y a les playoffs, ou objectif, juste, on essaie de pas être ridicule, on essaye d'être bien et de montrer ce qu'on sait faire. Bah, on veut toujours plus, hein. Une fois que tu es en playoff, évidemment, tu veux gagner des matchs. Ce serait super de passer un tour. J'y crois quand même pas trop actuellement. Voilà, je pense qu'on a un plafond de verre encore, notamment de par l'attaque qu'on n'a pas amélioré franchement, il faut le dire aussi, hein. Je pense qu'on l'a répété quand même, mais on l'a pas amélioré franchement, et il y a eu des signes de faiblesse de cette attaque quand même l'an dernier. Donc, en l'état actuel des choses, j'ai du mal à imaginer un tour être passé, mais déjà arriver en playoff, je serais quand même plutôt heureux. On sera sur une progression, et l'année d'après, par contre, ça deviendra une obligation de passer un tour de playoff au moins. Ok. Donc ouais, d'ici un petit peu d'espérance pour cette saison-là, et puis dans un an, on fera le Ouais, même bilan d'intersaison ensemble, et là, on se dira, c'est ça. bon, ok, 13 victoires, vainqueur de division, finale de conf, et puis voilà. Alors, en tout cas, on te le souhaite. C'est vraiment ouais, la seule chose que. Et je viens de voir dans votre depth chart, vous avez un joueur qui s'appelle comme McCormick, sincère Ainsworth, et rien que pour ça, du coup, moi, je vais supporter les Cardinals, toutes les équipes qui ont un sincère dans leur équipe, je vais les supporter, donc je serai à fond derrière des cartes cette saison. Ah ben c'est gentil, Pierre. Moi aussi, mais juste parce que j'aime l'équipe. Merde, du coup, tu allais dire derrière les Patriots, bon, tant pis. J'aime bien les Patriots. J'ai peut-être un petit truc des Patriots qui traîne dans le coin. C'est pas une équipe qui me laisse insensible. Surtout depuis que Brady n'est plus là, je dois t'avouer. Je ne rebondirai pas là-dessus. Merci beaucoup, Cyprien. Très, très Merci sympa. à toi. Et de parler des Cardinals. Je répète, je suis passé à côté du stade l'année dernière, et impressionnant de l'extérieur. Donc, plutôt cool. N'hésitez pas à suivre, du coup, Cyprien, @AZCardinalsFR sur X Twitter. Et puis, on te retrouve aussi bientôt sur les antennes, sur les ondes de Touchdown Actu. Vous allez revenir Ouais, sur. onde papier aussi, hein, comme tu l'as En dit. papier aussi. Voilà. Cool. Ouais. C'est quoi les futurs projets? C'est peut-être en off. Ouais, peut-être en off. Je sais pas si je peux annoncer des trucs. Ok, je te mets pas dans la sauce, pas de souci. Merci, Il y a des merci, choses, Pierre. il y a des choses qui arrivent prochainement. On peut au moins dire ça. Ouais. D'accord. Ok. Bon, on va avoir le plaisir de te retrouver bientôt, du coup, sur d'autres plateformes. Merci à toutes et à tous. On se retrouve, si je ne dis pas de bêtises, demain pour parler des New York Giants. Donc, ça va être intéressant. Pareil, ils ont eu aussi une draft qu'on peut. C'est vrai? Ah merde, on les a mis en vainqueur. La draft, moi j'ai bien aimé la draft. Mais le Giants dans l'ensemble, voilà. Pareil, hein. Pour des raisons qui semblent assez évidentes, pareil. Exactement. Oui, bah toi encore plus, c'est vrai que. C'est ça. Mais on les a mis haut, en tout cas, voilà, au niveau de la draft. On a considéré que ça avait été. Donc voilà, vous aurez le plaisir de retrouver une personne portée disparue de l'équipe. Donc demain pour les Giants, vous aurez deviné de qui je parle. Mais avant ça, du coup, voilà. Bonne écoute pour cet épisode-là. Bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!